Allez, c'est parti. Donc, du coup, j'attaque. Salut à tous. J'attaque directement. Ça passer par toutes les modalités, le cours sur la prise de masse. Euh, et du coup, cours sur la prise de masse. Vous aurez trois parties. Première partie, c'est la vidéo de ce matin. Ce sont les bases de l'hypertrophie. Donc, avec en vous présentant tous les différents types d'hypertrophie. Seconde partie, ça sera la seconde vidéo. Périodisation de la prise de masse. Donc ça, en gros, c'est comment planifier une prise de masse sur le long terme avec les différents entraînements. Troisième partie, c'est celle que vous n'aurez pas en vidéo et que je vous demande de lire en PDF, que je vous ai mis sur Trello. Ce sont les méthodes d'entraînement avancées avec des méthodes d'entraînement qui sont un petit peu plus complexes que les bases qu'on va avoir dans les deux premières parties. Donc avec des méthodes d'intensification de l'entraînement. Toujours pareil, n'hésitez pas si vous avez des questions. À la fin de la seconde vidéo, je vous présenterai au moins un ou deux types d'entraînement pour vous montrer comment fonctionne le slide et comment est construit le slide pour que vous puissiez bien interpréter le cours. La partie 4 sur la nutrition et les compléments alimentaires, je la traiterai à la fin de cette vidéo-là. Bon, c'est pas dans l'ordre, c'est pas grave. Pour vous expliquer un petit peu tout ça et on le reverra ensuite un petit peu plus en détail au moment de faire la diététique, mais ça on le fera en classe. Ok, donc j'attaque. Les bases de l'hyp... Sans rire, j'ai pas démarré l'enregistrement. Si c'est bon, j'ai eu peur. On rigole pas, hein. Ok, donc les bases de l'hypertrophie, première partie. Donc c'est quoi l'hypertrophie? L'hypertrophie, donc c'est pas que musculaire. L'hypertrophie, c'est l'augmentation en volume d'un organe quel qu'il soit. Donc le développement de sa taille hors de ses proportions normales. Euh, Tout bêtement, hein, de mauvaises cellules, cancéreuses notamment, qui augmentent, elles font une hypertrophie. Bon, nous, dans notre cas, on va parler des muscles et de l'hypertrophie musculaire, donc du coup de l'augmentation en volume des muscles. Le mot, il vient d'où? Si on s'attache à à son étymologie, hyper, ça vient de trop, très fun, ça vient de s'alimenter. Donc en fait, là, on comprend qu'il ne suffit pas juste de s'entraîner et de s'entraîner totalement correctement pour faire une prise de masse, mais qu'il faut manger aussi correctement. En fait, d'un point de vue nutritionnel, si on veut maintenir son poids, il faut que les apports ils soient égaux aux dépenses. En perte de poids, on l'a vu. Si on veut perdre du poids, il faut du coup que les apports ils soient inférieurs aux dépenses. Forcément. Par contre, en prise de masse, du coup, ça va être l'inverse. Donc, ouais, prise de masse ou prise de gras. Si on fait une prise de gras, ça veut dire qu'on mange pas correctement, déjà en excès et en plus pas correctement, et qu'on va constituer des réserves, mais adipeuses. Par contre, en prise de masse, là, on va pas forcément manger trop en excès, on va manger plus, mais de la bonne façon, pour pas constituer du coup des réserves adipeuses, mais du coup pour faire augmenter nos réserves musculaires et donc du coup nos muscles. Ok. Par quel type d'hypertrophie? Il y en a quatre. Donc je les lis juste, je les développe point par point après. Donc on a tout d'abord l'hypertrophie myofibrillaire. Ensuite la sarcoplasmique, la conjonctive avec le développement des tissus conjonctifs. Et ensuite la vasculaire avec l'augmentation de la vascularisation dans les muscles. Je la développe juste après. Juste avant de les développer, il y a quelques petites choses à savoir. Donc le schéma que vous avez ici, en fait, c'est la schématisation de muscles. Donc un muscle, il s'attache aux os grâce au tendon. Donc le tendon, en fait, c'est du tissu conjonctif. Donc dans ce tissu-là conjonctif, il y a une perte de fibres musculaires, du coup, et de myofibrilles. Les myofibrilles, c'est quoi? C'est les cellules musculaires, en fait. Donc, plus on se rapproche de l'os, plus le muscle s'appauvrit en myofibrilles. Les myofibrilles, vous les avez en bas à droite sur le schéma. Donc, plus on s'approche de l'os, moins les tissus sont composés de myofibrilles et donc plus on se retrouve avec du tissu conjonctif qui sont les tendons. J'espère que c'est un petit peu clair.
Donc là, plus on se rapproche après du corps musculaire, plus on a de myofibrilles. Donc ces myofibrilles, là on part en bas à droite du schéma. Elles vont s'agencer entre elles, donc en plusieurs myofibrilles, qui vont former une fibre musculaire. Là, vous l'avez juste à gauche. C'est dommage que vous ne voyez pas ma souris. Non. Donc, en fait, à la suite de ça, les fibres musculaires, entre elles, vont s'assembler et vont former un faisceau de fibres, juste au-dessus. Tous ces faisceaux de fibres vont s'agencer entre eux et vont former ensuite le corps musculaire et dans le muscle. D'accord ? Ça, on le verra dans un autre cours. À chaque fois, chaque cellule musculaire, donc myofibrille, puis fibre musculaire, puis faisceau de fibres, est entouré, lui, d'une enveloppe qui porte un différent nom. Donc là, ici, ça va être le sarcolème, etc. Il y en a d'autres. Ils ne sont pas schématisés ici, c'est tant mieux, ça ne nous intéresse pas. Ok, donc je reprends un tout petit peu. Les myofibrilles, ce sont les cellules musculaires. Ces cellules-là sont constituées d'un ou de plusieurs noyaux, mais bon, je passe un peu. Ces cellules-là vont s'assembler en plusieurs... vont s'assembler entre elles et vont former des fibres musculaires. Les fibres musculaires s'assemblent entre elles, forment des faisceaux de fibres un tout petit peu plus haut à gauche, qui s'assemblent entre elles et forment le muscle. Suite à ça, plus on se rapproche de l'os et plus en fait les tissus s'appauvrissent en cellules musculaires, donc les myofibrilles, pour former du tissu conjonctif qui va être composé différemment, mais ça c'est pas dans le programme, et donc du coup qui vont constituer les tendons, qui vont s'accrocher, qui vont accrocher les muscles aux os. D'accord ? Allez, c'est parti. Du coup, ça me permet de développer, d'arriver sur l'hypertrophie myofibrillaire. L'hypertrophie myofibrillaire, c'est quoi ? C'est l'augmentation de la taille et du nombre de myofibrilles. On l'a vu juste au-dessus, en bas à droite, les myofibrilles, du coup, c'est les cellules musculaires. Donc, ça veut dire que ces cellules-là, les cellules musculaires, elles vont à la fois augmenter en taille, donc grandir, et se multiplier en plus. Et en fait, ces cellules-là, c'est les éléments-là qui permettent aux muscles de se contracter. Donc, qu'est-ce qui permet cette hypertrophie myofibrillaire ? C'est le travail en force, au-delà, à partir de 70 et même au-delà de 75% du 1RM. Le 1RM, je pense à le développer ici. Le 1RM, c'est la répétition maximale. Donc, on prend son poids sur une répétition, c'est le poids maximal qu'on peut faire sur une répétition. Exemple, en squat, je peux soulever une fois 100 kg et pas plus. Okay, donc ça, c'est ma répétition maximale. Et donc, du coup, en hypertrophie myofibrillaire, on va s'entraîner à peu près à 75% de mon RM. Donc, si mon RM il est à 100 kg en squat, forcément, du coup, à 75%, je serai aux alentours de 75 kg. Donc ça permet du coup cet accroissement en taille et en nombre de mes cellules musculaires. L'hypertrophie myofibrillaire, elle est aussi appelée hypertrophie fonctionnelle ou masse. Pourquoi ? On va comprendre mieux le terme masse en expliquant l'hypertrophie sarcoplasmique. Mais pourquoi hypertrophie fonctionnelle du coup ? Parce qu'on va faire... Je le reviendrai après plutôt. Après la sarcoplasmique, on va comparer. Je ferme la parenthèse, j'y reviens. Donc, comment ça se présente l'hypertrophie myofibrillaire schématiquement ? Augmentation de la taille et du nombre de myofibrilles. À gauche, vous avez, disons, une cellule avant prise de masse, donc avec un certain nombre de myofibrilles qui ont une certaine taille. Le sarcoplasme, c'est quoi ? Donc, en fait, c'est le liquide qui va entourer ces myofibrilles, donc ces cellules musculaires. Donc, on a une évolution suite à une prise de masse, du coup, et on arrive à une cellule musculaire, un faisceau de fibres qui va être hypertrophié. Et donc, vous voyez en fait qu'il faut imaginer qu'en plus, qu'il y ait beaucoup plus de points jaunes qui représentent les cellules musculaires. Du coup,
Et on voit bien que ces cellules-là musculaires, ces myofibrilles, ont augmenté de taille. Et c'est ça, cette augmentation de taille, plus l'augmentation de points jaunes, qui va constituer une hypertrophie myofibrillaire. Est-ce que c'est clair pour ça? Je pense, j'espère. J'attends une réponse en plus, je suis bête. Comment on s'entraîne du coup? C'est quoi les modalités d'hypertrophie myofibrillaire? Donc là, au moment de l'entraînement, il va falloir avoir une intensité élevée. L'intensité élevée, ça veut dire qu'on est entre 70% et 85% de son max. Je rappelle, si j'ai un développé couché ou un squat à 100 kg, ça veut dire que je vais m'entraîner entre 70 et 85 kg. Un volume moyen. Donc, volume moyen, on va parler plutôt du nombre de séries et du nombre de répétitions. Donc, en soi, par groupe musculaire, on va faire 2-3 exos. Ça veut dire que si on s'entraîne sur les pectoraux, on va faire 2-3 exos en hypertrophie musculaire sur les pecs, avec 1 ou 2 exos de base et 1 ou 2 exos complémentaires. Donc, je m'explique, les exos de base, on l'a vu en bien-être. Donc, avec les exos, disons, polyarticulaires, et derrière les exos d'assistance qui vont plutôt être analytiques. Donc, si je prends 2 exos de base, par exemple, ça va être du développé couché, qui va être polyarticulaire, et en exemple, ça va être peut-être du développé incliné. Ok? Donc, du coup, qui vont engendrer, qui vont qui vont prendre en compte plusieurs articulations. Ensuite, 1 ou 2 exos complémentaires, du coup, ça va être des exos plus analytiques qui vont isoler un petit peu plus les pecs. Exemple ici, ça va être et aussi des exos sur machine. Donc, exemple, le butterfly ou le pec deck, du coup, en poussant devant. Ces machines-là où on va pousser. Ou, exemple, l'écarté couché. Ça, j'espère que vous aurez, par rapport au travail que vous avez fait la semaine dernière, selon les patterns, un bon petit répertoire. Les BP5 vous le corrigent cette semaine et je rajouterai ma correction moi par-dessus. Ok, donc 2-3 exos par groupe musculaire, 1 à 2 exos de base, donc plutôt polyarticulaire et en charge libre, 1 à 2 exos complémentaires sur machine et qui vont plutôt isoler les muscles. Sur mes jambes, du coup, un exo de base, ça va être du squat, un exo complémentaire analytique, ça va être plutôt du leg extension sur machine où on va tendre les jambes pour isoler les quadriceps. Sur le dos, un exo de base, ça va être une traction ou un tirage vertical à la poulie. Alors que du coup, peut-être qu'un exo complémentaire, ça va être un tirage sur une machine. Ok? Par exo, du coup, on va faire entre 3 et 6 séries par exo. Et par série, on va faire entre 6 et 8 reps. Ça veut dire qu'en gros, sur une hypertrophie myofibrillaire, qu'est-ce qu'on va faire? Le plus souvent et banalement, on va faire du 4x8. On va prendre un exo, développé couché, à la barre ou aux haltères, et on va faire en gros 4x8 répétitions, à adapter selon la personne, selon le niveau, etc. Et entre chaque série, on va prendre 1 minute 30 à 2 minutes de repos. Ça, comment on les choisit? Si on fait entre 3 et 6, entre 6 et 8 reps ou 1 minute 30 à 2 minutes de repos, ça va être en fonction plus ou moins des morphotypes et du métabolisme de la personne. J'y reviens plus loin aussi. Ok, je passe ensuite du coup à l'hypertrophie sarcoplasmique. L'hypertrophie sarcoplasmique, du coup, c'est un petit peu différent. Dans la cellule musculaire, vous avez le sarcoplasme. Du coup, le sarcoplasme, c'est le liquide qui va entourer les éléments contractiles de la cellule. Okay? Et dedans, il y a les réserves glucidiques du muscle, c'est le glycogène. Donc, en fait, quand on va s'entraîner sur une intensité moyenne, donc 10-12 RM. Alors, 10-12 RM, c'est quoi? C'est, on va pouvoir faire entre 10 et 12 répétitions
grand max. Ça veut dire que sur 12 répétitions, on ne va pas pouvoir en pousser une 13e. Ok? Donc, en fait, quand on s'entraîne avec ces modalités-là d'entraînement, 12 répétitions, mais pas plus, la 13e, ça doit être un échec. En fait, on va consommer énormément de ces réserves-là de glycogène qui se trouvent dans la cellule musculaire. Donc, en fait, ça va provoquer une acidose de la cellule avec production d'acide lactique. Si on modifie un tout petit peu, c'est pas de l'acide lactique, hein, c'est du lactate, ça on l'a vu avec Raphaël Blaroux. Donc ça, j'espère aussi que c'est ok pour vous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend la cellule, l'acidose, ça veut dire que ça va acidifier la cellule. Donc, même si c'est pas de l'acide lactique et que c'est du lactate, le lactate, il va acidifier la cellule. Donc, ça va engendrer des entrées d'eau à l'intérieur de la cellule, justement pour faire diminuer cette acidose. Donc, ces entrées d'eau plus la reconstitution du glycogène, ça va augmenter le volume de la cellule. Parce qu'en fait, 1 gramme de glycogène va retenir 2,7 grammes d'eau. Donc, on a un fluide hydrique pour diminuer l'acidose et en plus, à chaque fois qu'on reconstitue les réserves du muscle, on a plus d'eau qui va être retenue. Donc, forcément, plus l'alimentation va être glucidique, plus ce phénomène-là va être important. Donc, volume ou gonflette, j'y reviens après par comparaison, vous rappelez, à la masse de l'hypertrophie myofibrillaire. Juste, je veux vous le montrer en schéma. Donc, l'hypertrophie sarcoplasmique, en fait, rappelez-vous bien tout à l'heure, vous avez donc sur l'hypertrophie myofibrillaire une augmentation en taille des points jaunes, donc des myofibrilles, et en nombre aussi. Ok? Par contre, en hypertrophie sarcoplasmique, celle dont on vient de parler, on n'a pas l'augmentation en nombre et en taille des myofibrilles. Regardez les points jaunes, ils n'ont pas augmenté de taille. Mais par contre, la cellule, elle a augmenté de volume, mais par entrée d'eau dans la cellule. Donc le sarcoplasme, lui, c'est lui qui a augmenté. Donc d'un point de vue extérieur, on va dire qu'on ne va pas avoir de différence. Au final, le muscle est augmenté de taille. Mais par contre, à l'intérieur de la cellule, ce n'est pas du tout le même phénomène qui va se passer. Et c'est là que j'y viens. Pourquoi je parle pour l'hypertrophie myofibrillaire d'hypertrophie fonctionnelle ou masse, vous l'avez en bas de la diapo. Et pourquoi en hypertrophie sarcoplasmique, on va parler de volume ou de gonflette. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces points jaunes-là, en fait, ce sont les éléments contractiles qui vont permettre aux muscles de se contracter, d'engendrer une contraction musculaire. Donc forcément, si on fait rentrer de l'eau dans la cellule, ces éléments-là qui permettent de se contracter, ils ne sont pas augmentés, ils ne sont pas optimisés. Donc, plus une entrée d'eau, et c'est ça qu'on va appeler simplement du volume et de la gonflette. Par contre, si vous augmentez la taille et le nombre de ces points jaunes, là oui, on a une action sur la contraction du muscle. On va optimiser la contraction. Donc forcément, si on optimise ça, on va optimiser cette qualité-là physique. Et donc, du coup, ça va être fonctionnel. Ça veut dire qu'on va pouvoir le répercuter sur la vie de tous les jours. Et c'est là qu'on va appeler de la masse. Pourquoi? Parce que du coup, on augmente véritablement les cellules musculaires. Est-ce que du coup, c'est un petit peu plus clair pour ça? J'espère. N'hésitez pas à m'envoyer des messages vocaux. Sur le cours de hier, il y a Kylian qui n'a pas hésité à m'envoyer un message vocal sur Facebook. J'ai répondu, le temps de me promener un petit peu, je lui ai répondu de suite après. J'espère que c'était clair pour toi. Ok, je reviens à mes moutons. L'hypertrophie sarcoplasmique, comment on s'entraîne en hypertrophie sarcoplasmique?
L'hypertrophie sarcoplasmique, vous vous rappelez, tout à l'heure c'était une intensité élevée, là on est sur une intensité moyenne avec un volume élevé. Donc intensité moyenne, ça veut dire qu'on va être entre 50 et 70% du max. Donc sur un max à 100 kg, on va être entre 50 et 70 kg. Volume élevé, ça veut dire qu'on va augmenter la charge d'entraînement du coup, ça veut dire que le nombre de répétitions va augmenter, le nombre d'exos aussi derrière. Donc là, on va faire entre 3 et 4 exos par groupe musculaire. Donc sur les pecs, ça veut dire qu'on va faire entre 3 et 4 exos. Si on va faire travailler le dos, on va faire entre 3 et 4 exos. Sur les jambes, 3 à 4 exos aussi. Sur les jambes, on va différencier un petit peu la chaîne antérieure de la chaîne postérieure, bien sûr. Vu qu'il y a une dominante entre les quadris et les ischios. C'est pas étonnant d'avoir 3 exos focus plus sur la chaîne antérieure, donc les quadris, et 3 exos sur une même séance jambes, du coup, sur la chaîne postérieure, donc fessiers et ischio. Si vous faites juste 4 exos sur les jambes, ça veut dire que vous allez avoir 2 exos sur les quadris, 2 exos sur les ischios. C'est pas assez sur une prise de masse pour les jambes. Là, on différencie bien. 3 exos sur les quadris, sur la chaîne antérieure au niveau du bas du corps, 4 exos sur les ischio-fessiers sur la chaîne postérieure du corps. Ok. Au final, c'est comme si vous faisiez 3-4 exos sur le haut du corps, 2 exos sur les pecs, 2 exos sur le dos. Les musculeux, vous allez comprendre de suite du coup l'analogie. Ok, je reviens à mes moutons. Donc 3-4 exos par groupe musculaire, 2 exos de base, donc plutôt polyarticulaire et à charge libre, 2-3 exos complémentaires sur machine analytique. Au mieux, ces exos-là complémentaires, c'est des exos qui vont isoler le muscle. Donc au mieux, on essaie quand même de les faire avec des charges libres. C'est beaucoup plus fonctionnel pour le corps. On fait travailler d'autres qualités physiques qui sont des qualités de proprioceptives, etc., qui vont faire travailler les récepteurs proprioceptifs des articulations. Ça veut dire qu'ils vont recalibrer un tout petit peu l'équilibre du corps. Ok, toujours en hypertrophie sarcoplasmique, on travaille entre 3 à 4 séries par exo et 9 à 12 répétitions par série. 9 à 12 répétitions, RM, là ça veut dire que si je fais 9 RM, que je travaille en 9 RM, je ne peux pas faire 10 répétitions. La 10e, c'est un échec. Si je fais 12 RM par série, ça veut dire que du coup, ma 13e répétition, c'est un échec, je ne peux pas la faire. Ok. Donc, en gros, en hypertrophie sarcoplasmique, je vais travailler entre 50 et 70% de mon max. En général, 4 séries de 10-12 répétitions, avec entre chaque série 45 secondes à 1 minute 30 de repos. Ok. Je voulais rajouter quelque chose. Juste avant de passer à la suite, je me rappelle plus trop. Je vous embête un petit peu, je repasse juste avant. Hop. Non, je l'ai pas. C'est pas grave. Je retrouverai. Ok. Je passe à la 3e du coup. L'hypertrophie conjonctive. Donc l'hypertrophie conjonctive, qu'est-ce qu'elle va toucher ? Là, c'est pas vraiment une hypertrophie des muscles en soi, c'est une hypertrophie de l'enveloppe musculaire et des tendons. Vous vous rappelez ce dont je vous ai parlé là ? Chaque myofibrille qui est assemblée en fibres musculaires va avoir une enveloppe. Donc, il va y avoir une enveloppe autour de chaque myofibrille, autour de chaque fibre musculaire, autour de chaque faisceau de fibres et autour de chaque muscle. Donc tout ça, c'est ces enveloppes musculaires, plus les tendons, et c'est ça qui va augmenter en taille dans l'hypertrophie conjonctive. Donc l'hypertrophie conjonctive, elle est proportionnelle à l'hypertrophie des muscles. Donc, et ça a été prouvé scientifiquement. Donc le tissu conjonctif ou aponévrose, on l'appelle aussi comme ça, représente 13% du poids total du muscle. Et cette proportion-là, elle est constante chez les culturistes, ce qui prouve que le tissu conjonctif se développe proportionnellement avec le tissu musculaire. Là, je fais que lire, je m'explique.
en fait, chez une personne lambda, ce tissu-là conjonctif de tendon et d'aponévrose va représenter 13% du poids du muscle, ce qui va être identique au bodybuilder qui va en avoir 13% aussi. Ben, sauf qu'en fait, une personne lambda qui a très très peu de muscles et ce bodybuilder-là, ben, du coup, le muscle, il y a une proportion qui est beaucoup plus élevée chez le bodybuilder. Mais forcément, si cette proportion-là de tissu conjonctif, elle ne bouge pas entre les deux, ça veut bien dire que le tissu conjonctif de cette personne-là lambda, elle augmente avec la masse musculaire. Yes. Et d'ailleurs, c'est hyper important parce que si vous augmentez les muscles, enfin la taille des muscles, les muscles, forcément, ils ont une action sur les os pour les faire bouger de par les tendons, parce que c'est les tendons qui accrochent les muscles aux os. Donc forcément, si les tendons, les tissus conjonctifs, ils sont pas assez forts pour supporter ces pressions, pour faire bouger les levées d'action, ils deviennent plus fragiles. Et c'est là qu'on arrive à des blessures. Souvent, quand on parle de personnes dopées et tout ça, il arrive très souvent que ces personnes-là, elles aient des ruptures tendineuses, etc. Forcément, leur masse musculaire, elle augmente très très rapidement, mais ça laisse pas le temps au tissu conjonctif de grandir suffisamment et de se développer suffisamment. Donc forcément, le muscle il tire sur les tendons. Le tendon, il est trop fragile et il casse. Donc ça, ces blessures-là, c'est une conséquence, c'est dû directement des produits, des substances dopantes. Ok, pour l'hypertrophie conjonctive. Du coup, l'hypertrophie vasculaire, il y a pas grand chose à dire, en fait, c'est hyper simple. C'est juste l'augmentation du réseau capillaire au niveau des fibres musculaires. C'est le réseau, on l'a vu, cardiovasculaire, au niveau du muscle. On a vu Coef, le premier cours de physiologie, le cardiovasculaire. Donc, tout ce qui va vasculariser les muscles, donc tous les vaisseaux sanguins, va augmenter avec l'entraînement. Du coup, chez le culturiste, l'augmentation du réseau capillaire, il est supérieur aux athlètes de force. Alors, on ne l'a pas vu, la typologie des fibres encore, on le verra en physio, ouais, c'est ça, dans des cours un petit peu plus lointains. Je pense que vous l'avez vu, les IFSB, peut-être avec Robin, il me semble, mais pas sûr. En fait, vous avez différents types de fibres. Les fibres de type 1, les fibres de type 2. Les fibres de type 1, ça va être les fibres endurantes qui vont engendrer des contractions un petit peu longues. D'accord ? Les fibres de type 2, ce sont des fibres qui vont être plus fortes et qui du coup vont se contracter moins longtemps, mais qui vont du coup pouvoir soulever des montagnes entre guillemets, soulever plus de charges et avoir des efforts explosifs, genre en haltérophilie. D'accord ? Sauf qu'en fait, la différence entre ces fibres, c'est que du coup, les fibres de type 1, donc les fibres qui vont avoir une contraction longue et qui vont être endurantes, donc effort long, vont être beaucoup plus capillarisées que les fibres fortes. D'accord ? Donc les fibres de type 2, 2A et 2B. Ok ? On le verra, vous verrez l'exemple et les schémas en cours de physio, pas de souci. Et donc là, forcément, un culturiste, il ne va pas s'entraîner pareil qu'un athlète de force. Les athlètes de force, ils vont s'entraîner uniquement sur cette méthode-là, donc développer leurs fibres de type 2 essentiellement. Alors que le culturiste, il va être un petit peu entre les deux, d'accord ? Donc forcément, augmenter ce réseau capillaire-là. Et donc, du coup, une hypertrophie vasculaire. Donc ça, c'est lié à l'entraînement du cou en série longue avec des charges inférieures ou égales à 50% du max. Et donc, on se rend compte que à ces charges-là, du coup, on passe sur on peut maintenir des contractions beaucoup plus longues, donc un effort beaucoup plus long, donc faire travailler ces fibres-là de type 1. Ce type de travail, il produit en fait une forte congestion musculaire par augmentation de l'afflux sanguin. Quand vous faites fonctionner un muscle, le muscle, il a besoin de nutriments.
que ce soit des nutriments, enfin du carburant et même de l'oxygène pour pouvoir fonctionner. Qu'est-ce qui amène ces nutriments et cet oxygène-là? C'est le sang. Donc forcément, le muscle a des besoins, l'afflux sanguin augmente dans le muscle. Voilà, donc, et c'est ce qui peut expliquer aussi, il y a l'hypertrophie vasculaire qui va être un peu plus long terme, disons, donc avec cette augmentation de capillarité au niveau de la typologie des fibres, mais aussi à court terme, et donc du coup c'est l'afflux sanguin qui va créer cette congestion-là. Donc du coup quand on se sent hyper congestionné en fin d'entraînement, qu'on a des biceps énormes, qu'on ne peut plus rentrer dans sa veste à la fin d'entraînement. Concrètement c'est ça. Il y a un autre effet aussi à cette hypertrophie vasculaire. C'est qu'en fait les séries longues, elles favorisent l'augmentation du nombre et de la taille des mitochondries. Les mitochondries, c'est en fait dans les cellules, vous avez des organites. Donc en fait, c'est des petits compartiments dans les cellules. Il y en a de plusieurs types. Nous, ce qui nous intéresse, c'est en gros le noyau. C'est là où est stocké notre appareil génétique et donc l'ADN. Et vous avez aussi les mitochondries. C'est là que va se passer le cycle de Krebs. Et donc du coup, où va se dérouler tout le processus aérobie dans les filières. Ça, je sais, on en a. Mais du coup, les BP5, vous l'avez vu un petit peu avec Raphaël. Les IFSB, je sais que vous m'avez dit, vous l'avez eu avec Robin. Donc, c'est pas trop inconnu. Mais on le verra dans un cours. Ok. Donc, en fait, forcément, si les séries longues, du coup, elles augmentent la taille de ces mitochondries et le nombre, mais forcément, ça prend plus de place et ça participe là à ce phénomène d'hypertrophie. Ok. Donc finalement, bosser en endurance quelque part, ça a aussi ses effets. Et c'est cool, ça me fait revenir à ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Couche-toi, Pickwick, couchez. Par rapport aux différents types d'entraînement, pourquoi on va les utiliser? Il y en a qui vont me dire, bon, forcément, les musculeux, ils vont utiliser ces 4 paramètres-là. Donc l'hypertrophie myofibrillaire, la sarcoplasmique, la conjonctive et la vasculaire. Donc, même pour un musculeux, il est important de s'entraîner en endurance un petit peu pour faire augmenter cette capillarité-là, la taille de ses mitochondries, etc. On est vraiment dans le détail. Ils vont jouer sur forcément la prise de masse pure, donc l'hypertrophie myofibrillaire, pour augmenter la taille et le nombre de myofibrilles, d'autant plus que plus vous augmentez ce nombre-là d'éléments contractiles, plus le muscle va être fort et va pouvoir soulever un petit peu plus lourd. Donc forcément, on soulève un peu plus lourd, on travaille à des charges plus élevées et on augmente ses capacités d'entraînement et donc d'hypertrophie. Mais il va aussi jouer sur la gonflette, donc l'hypertrophie sarcoplasmique, pour augmenter aussi cette hypertrophie. Donc en fait, il va jouer sur toutes les facettes. Après, ça, on va parler vraiment de cette personne-là qui va vouloir augmenter en volume vraiment et devenir massif. Par contre, pour certains, il y en a certains, ils vont jouer en performance, ils vont vouloir faire de l'hypertrophie, mais cette gonflette-là, juste l'esthétique, disons, va pas les intéresser. Et donc, du coup, ils vont jouer sur l'hypertrophie myofibrillaire. Et c'est pas étonnant dans certains programmes de musculation, juste de voir hypertrophie fonctionnelle. Ils vont jouer sur cette hypertrophie-là. Parce que faire rentrer de l'eau dans leurs cellules, jouer sur cette esthétique-là et sur cette facette-là, ça les intéresse pas. Moi, à titre personnel, l'hypertrophie, la gonflette, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que, en général, sur les athlètes que je vais avoir, etc., j'ai pas beaucoup de personnes en prise de masse, quelques-unes, mais pas tant que ça, mais je vais privilégier la masse pure, justement pour augmenter le nombre de myofibrilles, etc., etc. D'accord? D'autant plus si c'est des athlètes en performance, là, bien sûr que non, la gonflette, ça ne m'intéresse que très peu, et c'est vraiment ce nombre d'éléments contractiles qui va m'intéresser. Ok?
Yes, donc là, je crois que j'ai tout dit. J'espère que je vous ai pas perdu. Ok, diapo suivante du coup. Vous avez concrètement comment on s'entraîne dans chaque modalité d'entraînement. Donc, j'ai rajouté la force aussi. Donc, masse, volume et endurance. Vous avez le nombre de répétitions. Donc, on a vu la masse, le volume et l'endurance. La force, en fait, c'est avec moins de répétitions. J'ai commencé plutôt avec l'intensité de la séance, donc la ligne pourcentage de RM. Donc, on l'a vu, la masse entre 70 et 85%. Le volume, c'est en dessous, 50 et 70%. L'endurance, c'est 50% et moins. La force, quant à elle, du coup, c'est au-dessus de la masse et l'intensité supérieure, 85 à 100% de la masse, 120% du RM. 100%, c'est notre charge maximale qu'on peut soulever une seule fois. Au-delà, on passe sur des méthodes d'entraînement en force qui sont un petit peu différentes qu'on verra en préparation physique. C'est de l'excentrique essentiellement. Ok? Donc ça, on le verra plus tard. Si vous avez des questions, si vous êtes vraiment intéressé sur cette partie-là, c'est-à-dire c'est 100 à 120%, envoyez-moi un petit message, d'accord? J'ai plus que 25 minutes pour terminer mon cours. Ok. Donc ensuite, je vous laisse le lire finalement. Pour chaque modalité, vous avez le nombre de répétitions, le nombre de séries par exercice, le temps de repos. Donc juste je m'attarde à celui de la force. Il est bien supérieur à celui de la masse, du volume, etc. Pourquoi? Parce qu'en force, en fait, vous allez soulever des charges qui sont lourdes, forcément 85% du RM au minimum. Donc il vous faut le temps de récupérer, que ce soit au niveau des reconstitutions en ATP. Donc l'ATP, c'est la source d'énergie que va utiliser le muscle pour se contracter. Mais aussi, il faut récupérer nerveusement parce que du coup, le système nerveux, il prend un petit peu un coup quand on va soulever des charges assez lourdes. D'accord? C'est pour ça que forcément, la masse, du coup, on a un temps de repos qui est un petit peu au-dessus du volume et de l'endurance. Ok? Donc, le pourcentage de RM, on l'a vu. Le nombre d'exercices, on l'a vu aussi. Je vous laisse le lire. Et le temps sous tension, on ne l'a pas vu. Le temps sous tension, on le développe, je le développe juste après. Ok? J'y reviens. Rappel, ok, donc ça c'est un tableau récapitulatif qui peut vous aider, gardez-le sous la main pour créer vos séances. Donc, ça vous indique à peu près combien, pour un tel nombre de répétitions, à combien à peu près je me situe en intensité et donc en charge par rapport à mon RM. Donc ça veut dire qu'à peu près sur 10 répétitions, je me situe à peu près à 65% de mon RM. Donc ça veut dire que si j'ai un squat, je prends toujours le squat en exemple, c'est assez facile. Si j'ai un squat à 100 kg, ça veut dire que sur 10 répétitions, en gros, je vais pouvoir soulever 65 kg. Par contre, si je fais 8 à 9 répétitions, je vais pouvoir faire 70 je vais pouvoir lever 70 kg sur 8 à 9 répétitions. Ok? Et donc, associé à cette charge-là et à ces poids-là, j'ai le repos que je vais devoir prendre. Ok? Donc, toujours pareil, si je fais 10 répétitions à 65 kg, il va me falloir entre 1 minute 15 et 1 minute 30 de repos. Au-delà, 70-75 kg, donc entre 7 et 9 répétitions, il me faudra entre 2 et 2 minutes 30 de repos. D'accord? Je vous laisserai bien l'analyser et surtout utiliser ce tableau pour créer vos séances. D'accord? Ok, j'y viens à mon tempo bientôt. Maintenant même, donc, facteur contribuant à l'hypertrophie. Le TST, c'est le temps sous tension. Donc le temps sous tension, je reviens juste à mon diapo avant, le temps sous tension optimal, il est différent un petit peu pour chaque modalité. Pour la force, c'est entre 4 et 20 secondes. Pour la masse et le volume, c'est 40 à 60 secondes de temps sous tension. L'endurance, c'est 70 à 100 secondes de temps sous tension. Donc le temps sous tension, c'est la durée pendant laquelle le muscle il est soumis à une tension. Donc en gros, c'est le temps pendant lequel le muscle il va être contracté. On peut avoir deux temps sous tension un petit peu différents. Le temps sous tension
sur une répétition. D'accord? Et ça va être mon tempo. Et le temps sous tension par série, et c'est ce qui est développé là, ça veut dire que pendant ma série, donc exemple, je fais une série de 8 répétitions en masse, ça veut dire que mon muscle, il va être entre 40 secondes et 60 secondes contracté. Ok? Par contre, du coup, le temps sous tension par répétition, si j'additionne tous mes temps sous tension par répétition, donc le temps par répétition pendant lequel le muscle est contracté, si je les additionne tous, ça va me donner le temps sous tension par série. Ok? Et donc, c'est là qu'on va parler de tempo juste après. Donc, ce temps sous tension-là, il est influencé par différents paramètres. Donc, l'amplitude de mouvement. Un biceps curl, je ne sais pas si vous me voyez sur la vidéo, un biceps curl, forcément, si vous partez de là, le temps sous tension de contraction du muscle, il sera beaucoup plus court que si vous partez sur une tension, sur une extension qui est complète, d'accord? Donc forcément, la tension, l'amplitude est plus longue, donc le temps sous tension va être plus long aussi, ok? Ensuite, vous avez la charge, vous avez la charge manipulée qui va jouer ce temps sous tension là. Forcément, plus vous manipulez des charges qui vont être lourdes, plus elles sont difficiles à mouvoir, donc forcément le temps sous tension va être un tout petit peu plus long. La vitesse de contraction aussi, donc dépend de la force et la puissance. En gros, plus vous contractez votre muscle rapidement, forcément, plus le temps sous tension va être court. Ok? Le temps sous tension est aussi associé à l'épuisement ponctuel des ressources de la filière anaérobie lactique, dont le rapport travail sur repos est un élément essentiel. Donc, tout ça, ce qui veut dire qu'en fait, quand vous travaillez à temps sous tension optimale, il faut que le muscle, le muscle qui est contracté, il va se saturer, d'accord, en lactate, ok? Donc, forcément, il lui faut un petit peu le temps de récupérer et de se désacidifier sous ces modalités de contraction. Donc, forcément, il faut un repos derrière qui correspond. Si vous ne vous reposez pas assez après votre série à temps sous tension optimale, le muscle ne pourra pas récupérer, votre entraînement derrière ne sera pas optimal. C'est très compliqué, mais au final, il faut tout prendre en compte. Ok, donc le tempo, du coup, c'est quoi? Donc j'en ai parlé, c'est le temps sous tension du muscle par répétition. Le tempo, en fait, c'est quoi? C'est différentes cadences et c'est le rythme d'entraînement. Je m'explique. Je reviens à cette diapo-là juste après. Le tempo, c'est 4 chiffres, donc qui va déterminer le temps sous tension. Je vais vous montrer, j'espère que vous allez me voir en vidéo. Le temps de contraction par phase de contraction. Exemple, un squat. Est-ce que vous me voyez? Ouais, ça devrait être bon. Je recule. Nickel. Donc, un squat, exemple. Le premier chiffre, ça veut dire va te coucher. Merci. Le premier chiffre, ça veut dire que le temps de la phase excentrique, donc en squat, ça veut dire ma descente, va durer 4 secondes. 4, 3, 2, 1. Le second chiffre, c'est le temps que j'ai en iso en bas. Donc, 1 seconde. Ok? Avant de reprendre le troisième chiffre, donc du coup, le temps de la phase concentrique qui est de 2 secondes. Ok? Et ensuite, en haut, c'est 1 seconde, le temps de passer à ma répétition suivante. D'accord? Donc, si je prends par exemple 3, 1, 2 et 0, donc 3, 1, 2, 0, ça veut dire que je vais descendre sur 3 temps. 3, 2, 1, je reprends direct sur 2 secondes, je me reprends, aucun temps de repos et j'enchaîne. Ok? Donc, 1, en plus c'est là que je me suis embrouillée. 3, 1, 2, 0. Donc, 3, 2, 1, 1 seconde, 1, 2, 3, 2, ok? Et en fait, en haut,
à la fin de ma répétition, je n'ai pas fait de repos, je suis partie directement. Si j'avais eu mon dernier chiffre qui était 1, donc ça voulait dire une seconde de repos entre les deux répétitions, j'aurais posé une seconde en haut. D'accord? Si par cas, et c'est possible, donc c'est ce que je vous ai mis en bas à gauche, vous avez un X dans les chiffres. Ça veut dire, en fait, ce X, ça veut dire qu'il faut remonter le plus vite possible. En général, c'est le 3e chiffre, le X. Exemple sur un squat, et là, ça va être pour du travail de force. Je vais descendre sur 2 secondes. 1, 2, j'ai 0 en bas, donc pas de temps de repos. Comme j'ai une charge lourde X, donc forcément charge lourde, c'est en force. Vous êtes à plus de 85% de votre RM. Donc à plus de 85% de votre RM, sur la montée, on n'utilise pas de repos. On ne va pas monter sur 3 secondes. D'autant plus si on est à 90 ou 95% de sa charge. Le tempo, on en a un peu rien à secouer. D'accord? Donc on va monter le plus vite possible. Pour certains, ça va prendre une demi-seconde. Pour d'autres, ça va sembler une éternité et ça peut être une éternité, d'accord? Donc, je reprends. Si j'ai 4, 0, X, si j'ai 2, 0, X, 0, ça veut dire, je descends sur 2 temps, 1, 2, je remonte le plus vite possible, d'accord? Et ça, c'est mon X. Donc, ça peut être un squat, ça peut être un développé couché, ok? Donc, du coup, je reprends ma diapo juste avant. Ça veut dire quoi les tempos? Ça veut dire qu'en fait, on va épuiser le muscle dans tous les régimes de contraction. Et en fait, une prise de masse musculaire, pour pouvoir faire une prise de masse musculaire optimale, il faut pouvoir, entre guillemets, stresser un petit peu le muscle, le muscle va se déstructurer suite à l'entraînement. Mais en fait, le muscle derrière, s'il est suffisamment stressé, il va se renforcer plus fort et plus gros. Et c'est ça qui va engendrer la prise de masse musculaire. Donc forcément, si vous, avec le tempo, vous jouez sur tous ces paramètres-là et que vous usez le muscle, entre guillemets, dans tous ces modes de contraction, donc en excentrique, sur la descente, sur le temps de repos en bas, en isométrie, et sur la remontée en concentrique, vous allez user le muscle, stresser le muscle, dans tous les modes de contraction. Donc forcément, si vous faites ça, ça va être optimal pour la prise de masse. Très bien. J'avais un exemple juste après. Le tempo du coup. Vous l'avez là sur le... Sur le... sur le développé couché. Donc c'est un développé couché avec... oui, c'est ça. Avec des haltères. Donc vous avez la descente en 4 secondes. En plus, c'est une montée. Donc, lui, il monte. Bon, c'est un petit peu... l'image est un petit peu biaisée. Donc, il faudrait qu'il descende en 4 secondes. Qu'il fasse un repos en bas. Ah, à moins que... Ouais, c'est ça. Donc, en fait, ça ne va pas dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, en fait, il faut passer à l'image à gauche. Donc, il descend sur 4 secondes. OK? Ensuite, il fait... Donc, le second chiffre, il fait une pause en bas de 1 seconde. 3e chiffre, donc c'est la remontée, la phase concentrique, il monte en 2 secondes. Et la dernière, c'est le temps de repos entre les 2 répétitions, 1 seconde. Et il enchaîne directement toutes ces répétitions. Donc, s'il a 4 fois 8 répétitions, il fait toutes ces répétitions avec son tempo 4, 1, 2, 1. Ok? Yes! Donc, je rappelle une dernière fois, je reviens sur cette diapo-là. En force... Bon, je passe la force. En masse et en volume, plutôt, il faut que sur chaque série, il faut adapter le temps sous tension de chaque rep pour que sur la série entière, l'addition du temps de chaque rep dure entre 40 et 60 secondes. 70 à 100 en endurance et 4 à 20 secondes en force. D'accord? J'espère que ça devient un peu plus clair. Ok, il manque 3 diapos pour les bases de l'hypertrophie. J'espère que j'aurai le temps de faire les notions en alimentation. C'est pas grave, je dépasserai un petit peu. Désolée, ça fera plus d'1 heure. Avant, je passe là. Ok. Voilà, en fait,
Le temps optimal sous tension, vous l'avez en force, en hypertrophie et en endurance. Donc, hypertrophie ici myofibrillaire et sarcoplasmique. Donc, exemple, pour le nombre de répétitions, si par exemple vous faites 4 fois 10 répétitions, donc vous reportez au nombre de répétitions à 10, chaque rep devrait durer entre 4 et 6 secondes. Donc là, ça vous donne, par exemple, le tempo. Vous pouvez choisir plusieurs tempos qui doivent durer entre 4 et 6 secondes. Par exemple, 2, 0, 2, 0. On additionne les 2 secondes. 2 plus 2, ça fait 4. On est bien entre 4 et 6 secondes. Vous auriez pu mettre 2, 1, 2, 0. 2 plus 1 plus 2, ça fait 5. On est toujours entre 4 et 6 secondes. Ok? Et ça, idem pour le reste. D'accord? Ok, je reviens un tout petit peu plus haut. Je vais prendre exemple avec mon hypertrophie myofibrillaire. Vous l'avez vu, je vous avais dit, en hypertrophie myofibrillaire, on fait entre 3 et 6 séries par exo, entre 6 et 8 reps par série, récupération entre 1 minute 30 et 2 minutes. Ouais, mais comment je choisis entre 3 et 6 3 et 6 séries? Est-ce que je choisis 6 ou 8 reps ou est-ce que je le fais à mon athlète, enfin à la personne que je coach, 1 minute 30 ou 2 minutes de repos? Ok, là, c'est plutôt lié au métabolisme. Métabolisme, et on le retranscrit par rapport au morphotype. Ok, donc si vous avez une personne qui est ectomorphe, donc tout ça, ectomorphe, mésomorphe, endomorphe, reprenez-le dans le tout premier cours de bien-être. La première partie, vous l'avez dans le diapo. Je m'y attarderai pas dessus, je n'ai pas le temps. Ectomorphe, c'est les personnes qui vont être qui vont ressembler plutôt à des cotons-tiges. Donc ça, ces personnes-là, oui, on le voit sur le morphotype, mais en général, ce sont des personnes qui derrière vont avoir un métabolisme qui va être énorme. Couche-toi! Qui va être énorme. Donc forcément, elles vont brûler beaucoup de calories. Donc ces personnes-là, contrairement aux endomorphes, du coup, qui vont brûler moins de calories du fait de leur métabolisme. Donc les personnes ectomorphes, si vous les entraînez trop, vous allez brûler trop de calories, vous allez consommer trop d'énergie. Donc au lieu d'engendrer une prise de masse derrière, ces personnes-là, mais du coup pendant l'entraînement, elles vont cataboliser. Et donc du coup, au lieu de refaire le muscle derrière, elles vont manger leurs réserves et notamment musculaires. Donc il faut éviter, si on peut, de leur faire trop de répétitions, trop de séries et du coup un volume d'entraînement qui est trop élevé. Ces personnes-là, on va privilégier des entraînements qui sont plus courts. Regardez juste ici, donc sur les ectomorphes, on va faire 3-4 séries sur 2 exos par groupe musculaire, 3-4 séries entre 6 et 7 reps. Donc, et par rapport à un endomorphe qui va pouvoir faire 5 à 6 séries sur le même exo et va pouvoir faire 8 reps par exo. Exemple, quelqu'un qui va être ectomorphe, je vais lui faire peut-être 4 séries ou 3 séries de 6 répétitions avec 2 minutes 30 de repos. Un repos un tout petit peu plus long pour qu'il puisse récupérer et pas faire augmenter de trop son métabolisme. Contrairement à quelqu'un qui va être endomorphe, lui par contre, je vais lui faire peut-être 4 ou 6 séries, voire 6, selon la personne que vous coachez, avec 8 répétitions. Donc exemple, 4 x 8 avec seulement 1 minute 30 de répétition. 1 minute 30 de repos. Ok ? Le mésomorphe, lui, il peut s'entraîner comme il veut, comme un ectomorphe ou comme un endomorphe, j'ai envie de dire. Lui, il va toujours arriver à faire une prise de masse correcte tant que son alimentation, elle est appropriée. Ok ? Et là, vous avez exactement la même chose en volume. Ok ? Donc, première diapo, morphologie et masse. Seconde diapo, morphologie et volume. Dans l'une ou l'autre des modalités d'entraînement d'hypertrophie. Ok ? Je vous laisse lire cette diapo. Yes ? Il me reste sur ma vidéo, ça fait 53 minutes, à peu près 54, 6 minutes pour vous parler. Du coup, ça sera la seconde vidéo, la périodisation de l'entraînement. J'aurais aimé vous parler de la dernière partie sur la nutrition. Donc, nutrition et compléments alimentaires. Donc, ici, donc, nutrition et hypertrophie. La nutrition, elle doit répondre à un double besoin. Quel que soit l'objectif
qu'il soit de prise de masse, de performance, etc. Le premier, c'est un besoin en énergie. Donc, pour son métabolisme de base, son métabolisme de repos, on l'a vu sans perte de poids. Pour pouvoir donner de l'énergie pour faire ses activités journalières, pour aller travailler, pour se doucher, pour faire son ménage, pour faire sa cuisine, etc. Pour pouvoir fournir les besoins en énergie pour faire des activités sportives, mais aussi pour le besoin de croissance musculaire. Si vous n'apportez pas d'énergie à vos muscles, il ne suffit pas d'apporter que des protéines pour faire une hypertrophie. Il faut aussi apporter de l'énergie. On ne peut pas fixer les protéines dans les muscles si vous n'amenez pas de l'énergie. Ok ? Donc, premier besoin, le besoin énergétique. Second besoin, c'est le besoin plastique. Donc forcément, ça c'est ce que j'ai dit, si vous vous entraînez, vous déstructurez un petit peu le muscle. Et le muscle derrière, il va se réparer, mais plus fort. Donc en fait, au moment de cette reconstruction, le muscle, et même les autres organes, les autres tissus, ils ont besoin de matériaux de réparation. Donc pour les muscles, dans notre cas-là, le nutriment bâtisseur, ça va être les protéines. Ok ? Donc, la prise de masse musculaire, c'est une phase anabolique, et je l'ai dit, où l'apport, donc AET ça veut dire apport énergétique total, il doit être supérieur aux dépenses. Donc, en nutrition, ça veut dire que par rapport à notre apport énergétique total, l'apport énergétique total, c'est l'énergie qu'on va amener, apporter à l'organisme, il doit être supérieur de 10 ou 20%. D'accord ? Donc, et c'est là qu'on va rentrer en phase anabolique. Forcément, ces 10 à 20%, il faut qu'ils soient constitués de bonnes choses. Et si vous prenez que des sucres et du gras, si vous allez faire 10%, 20% en plus en DOMAC, ça va pas être une prise de masse, ça va être une prise de gras. Hein, ok ? Et donc, je rééclaircis sur la phase anabolique. Phase anabolique, on fait des réserves. Ok ? Donc, on constitue nos muscles, phase anabolique. Contrairement à phase catabolique, où du coup, si c'est une perte de poids, du coup, on va vider nos réserves adipeuses, etc. Et juste ce que j'ai vu de diapo avant, si on s'entraîne trop pour quelqu'un qui est ectomorphe, on va directement puiser pendant l'entraînement sur ses réserves musculaires, et du coup, il va faire du catabolisme. Ok ? À chaque fois, j'attends des réponses, c'est affreux, personne ne me répond. Ok. L'apport en protéines, on en parle tout le temps en prise de masse. Comment on fait ? Donc, l'apport journalier en protéines pour une personne lambda, il doit être de 0,8 kg par jour. Si je fais 70 kg, ça veut dire que je multiplie 0,8 par 70. Ça veut dire que je dois apporter 56 grammes de protéines à mon corps tous les jours par l'alimentation. Okay ? Pour quelqu'un qui fait du sport et pour maintenir sa masse musculaire, donc qui fait du sport régulièrement, il faut qu'il soit entre 1,6 et 1,8 g par kilo de poids de corps par jour. Donc ça veut dire toujours si je fais 70 kg, je multiplie par 1,7, on est entre les deux, 1,7 fois 70 à 1,7 fois 70. Ça veut dire que je suis à 119 grammes de protéines que je dois amener par mon alimentation. D'accord ? Sport de force et culturisme, au-delà, on passe entre 1,8 et 2,4 grammes de protéines par kilo et par jour. L'apport qui est conseillé en phase de prise de masse, il est entre 2 et 2,5 grammes par kilo par jour. Attention à ça, il faut être suivi. Déjà faire attention à son alimentation derrière, avoir un bon équilibre et selon les recommandations diététiques de l'heure actuelle, si on dépasse les 2,5 grammes de protéines, il ne faut surtout pas le faire plus longtemps que 2-4 mois, d'accord ? Forcément, les protéines, en fait, on ne va pas les stocker. Les glucides, les lipides, on les stocke dans les réserves adipeuses, essentiellement. Par contre, les protéines, elles n'ont aucun stock. On les mange, il y en a trop, on les élimine. Il n'y a pas d'autre moyen.
Surtout que dans une certaine fenêtre de temps, sur une période de temps donnée, on peut fixer qu'un certain grammage de protéines. Donc ça ne sert à rien d'amener, par exemple, mes 119 grammes de protéines tout à l'heure. Si je les amène toutes sur le même repas, en fait, ça sert absolument à rien. Parce que le corps, il va prendre que les protéines dont il a besoin. Tout le reste, il va l'éliminer. Donc, c'est pour ça qu'il faut amener des protéines à chaque repas. Un petit peu à chaque repas pour que le corps puisse puiser ce dont il a besoin tout au long de la journée. Et ce qu'il a en excès, il élimine. D'accord? Donc, forcément, si c'est éliminé, ça passe par quoi? Ça passe par les reins. Si vous amenez trop de protéines, les reins, ils sont surchargés, ils ont trop de boulot. Et forcément, si vous surchargez trop un organe, il travaille trop et il s'abîme. Et ça peut devenir dangereux. Yes. Donc ça, c'est pour l'apport en protéines. L'apport en glucides en prise de masse, il est super important. Il ne faut pas qu'il soit trop haut parce que sinon, vous allez prendre du gras. Mais il reste super important. Pourquoi? Parce que les glucides, c'est le carburant du muscle lors d'efforts, notamment sur les différentes filières en aérobie lactique. Le muscle en aérobie lactique ne consomme que des glucides. Le fait d'amener suffisamment de glucides, ça permet d'épargner les protéines. Forcément, si vous n'amenez pas assez de glucides, le corps, du coup, il a besoin d'énergie. Et l'énergie la plus rapide au corps pour pouvoir se nourrir, c'est les protéines. Forcément, il va puiser dans ses réserves musculaires. Ok? Les lipides, ça vient un petit peu après, parce qu'en fait, les lipides par rapport aux protéines, c'est des molécules beaucoup plus complexes. Ce qui fait que, en fait, c'est tout bête, hein, quand vous avez deux choix pour arriver, si vous avez pour arriver au même endroit, si vous avez deux chemins, on va tous prendre le chemin le plus facile et le chemin le plus court. C'est exactement ce qui se passe avec les molécules et les substrats du corps, donc glucides, lipides et protéines. Le plus facilement mobilisable par nos cellules, c'est les glucides. Donc c'est ce qui va être préféré par le corps. Ensuite, ça va être les protéines et en dernier, les lipides. Donc forcément, si vous n'amenez pas assez de glucides, il reste les protéines et les lipides. Donc les protéines sont plus facilement mobilisables, donc elles vont être utilisées en premier. Et donc ça va être une phase de catabolisme. Pas bon pour la prise de masse. En plus, du coup, les glucides, c'est essentiel dans la reconstitution du stock de glycogène dans les muscles et donc forcément pour la constitution des muscles et donc la relance de l'anabolisme et donc du coup de la prise de masse et du développement des muscles. Du coup, selon le métabolisme, les objectifs, etc., il faut que l'apport en glucides il soit de 5 à 8 grammes par kilo. Donc ça doit constituer à peu près 45 à 60% de l'AET, de l'apport énergétique total. Et ça, ce sont les recommandations nutritionnelles actuelles. L'apport en lipides, du coup, il est hyper important parce que déjà, de 1, toutes nos cellules, toutes, il n'y en a pas une où ce n'est pas le cas, elles ont une membrane. Et en fait, toutes ces membranes, elles sont constituées de lipides. Donc forcément, si vous voulez créer de nouvelles cellules, si vous voulez renouveler des cellules, si les cellules sont un petit peu abîmées, les membranes, il faut changer les lipides qui sont dedans. Donc, et de plus aussi, les lipides, c'est un apport en énergie secondaire pour le corps. Donc forcément, les lipides, ils ont un rôle énorme dans le corps, mais par contre, il faut amener de bons lipides. Et pas juste la sauce du Big Mac de votre McDo. Je vais forcément aux extrêmes, mais il faut bien comprendre ça. Les vitamines, ADEC, ADOK, ce sont des vitamines liposolubles. Ça veut dire que ce sont des vitamines qui sont constituées à partir de lipides. Donc forcément, dans les huiles, par exemple, végétales, vous allez trouver, notamment dans l'huile de pépins de raisin, de la vitamine E. C'est des lipides. Donc du coup, manger des aliments qui sont riches en bons lipides, ça va amener des vitamines. Donc c'est dans ces vitamines-là.
Certains lipides, dont les oméga 3, qui sont présents dans les huiles de poisson notamment, ont un rôle anticatabolisant et des processus anti-inflammatoires. Et je ne l'ai pas marqué, mais aussi sont cardioprotecteurs. Ça, je l'avais expliqué quand on avait fait le bien-être. Et en plus, ça a une influence sur les hormones. Certaines hormones sont constituées à partir de lipides. Le besoin en lipides, il est un petit peu moindre par rapport aux autres. Il est de 1 g par kilo, ce qui constitue, donc diététiquement parlant, 20 à 30% de l'apport énergétique. Ok. Oh, j'ai dépassé de 5 minutes, c'est pas grave, j'ai presque fini. Non, j'ai pas presque fini, c'est pas grave. Ok. La masse versus volume. Comment je vais m'alimenter? Vous l'avez marqué là. Donc pour l'AET, il faut qu'il soit 10 à 15%, voire 20% supérieur tous les jours. Selon certaines personnes, on va aller même au-delà. Peut-être des personnes ectomorphes. Vous avez l'apport en protéines qui doit être fait. L'apport en glucides, vous vous rappelez, au tout début, oh, ça va prendre du temps, mais c'est pas grave, je rallonge. 1h30 de cours, désolée. Vous vous rappelez ici? Donc c'était ici. En fait, quand vous travaillez en volume, du coup, il y a des flux hydriques qui vont rentrer, plus le glycogène qui va se reconstituer. Et donc, quand on fait du volume, on veut augmenter ce volume-là dans la cellule, donc faire plus de rentrée d'eau. Donc, l'avant-dernière ligne, phénomène d'autant plus important que l'alimentation est hyperglucidique pour engendrer plus d'entrée d'eau parce que 1 g de glycogène retient 2,7 g d'eau. Donc forcément, plus vous avez de glucides, plus vous faites rentrer de l'eau dans vos cellules. Et donc, c'est la diapo ici. Donc, l'apport en glucides en volume est supérieur forcément à l'apport en glucides en masse. Ok ? Vous avez l'apport en lipides et l'apport en eau qui doit être hyper important. Parce que si vous hydratez pas assez, déjà de 1, il faut pouvoir éliminer les excès en trop, les déchets qui sont produits lors de l'entraînement. Éventuellement, si vous amenez trop de protéines, il faut pouvoir drainer ça au niveau rénal, etc. Plus, si vous vous hydratez pas assez, les performances sont diminuées et ça va jouer sur l'hypertrophie et ça va, du coup, empêcher cette optimisation-là de l'hypertrophie. Ok ? J'aborde un point, j'enlève mon faux de là. Normalement, il y a une animation, je présente ma diapo et il y a le faux qui apparaît. Bref, je le pousse. Il est dit, et on l'entend dans un petit peu moins maintenant, mais on l'entend quand même encore, que juste après l'entraînement, les muscles absorbent plus de protéines que pendant le reste de la journée. Et donc, du coup, on les voit tous après leur entraînement, qui se précipitent sur leurs protéines et sur des aliments à IGO, donc des glucides à fort IG, justement pour pouvoir recharger les muscles et favoriser cette prise de masse-là. D'autant plus que l'insuline chute pendant l'entraînement. Forcément, on utilise les glucides qui sont dans le muscle, donc moins le taux de glycémie est haut, plus l'insuline diminue, vu que c'est l'insuline qui va faire baisser cette glycémie-là. Et donc du coup, ils veulent reconstituer ces stocks-là de glycogène. Attention, cette fenêtre anabolique-là, c'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est juste un nom qu'on a donné à un phénomène qui est tout à fait normal. En fait, pendant l'entraînement, forcément, vous puisez dans vos réserves, vous puisez dans les glucides qui sont dans le sang, dans vos réserves musculaires de glycogène, dans les réserves de glycogène du foie, etc. etc. Donc forcément, après, le taux de glycémie après l'entraînement, il est inférieur. Forcément, de là, vous mangez derrière, vous le faites réaugmenter. Et avec ça, si vous amenez de l'énergie à votre organisme sous forme de glucides, forcément, du coup, derrière, la reconstitution musculaire, si vous prenez des protéines, va mieux se faire parce qu'avec l'énergie des glucides, vous allez mieux fixer les protéines dans vos muscles. Mais ça, c'est un phénomène naturel, d'accord ? C'est juste un nom qu'on a donné sur
une baisse des réserves qu'on a après l'entraînement. Et forcément, pareil, hein, vous ne mangez pas, c'est la même chose. Du coup, tous vos paramètres vont baisser, enfin vos paramètres, votre glycémie va baisser, vous mangez, ça réaugmente, c'est la même chose. D'accord? Allez, c'est presque fini. Je passe aux compléments d'hypertrophie qui sont utilisés en hypertrophie pour optimiser cette construction-là musculaire. Donc, il faut absolument les utiliser avec une bonne alimentation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas manger que de la whey, des BCAA ou autre. Il faut que l'alimentation derrière soit correcte. D'ailleurs, si vous en prenez trop, si vous prenez souvent dans les centres de musculation, vous voyez, les jeunes, ils chargent au maximum en whey, ils pensent que plus ils vont en prendre, plus ils vont prendre. Non, c'est faux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le corps, il peut fixer de la protéine, il peut en fixer, mais pendant un certain laps de temps, il ne peut pas en fixer plus que de raison. Donc ça ne sert à rien. À part les éliminer et se défoncer les reins, ils ne vont rien faire d'autre. D'accord? Par contre, d'un point de vue économique, et d'un point de vue pratique, ça peut être très pratique pour la prise de masse. J'y viens. Forcément, d'acheter du poulet, de manger des œufs, etc., ça coûte cher. Donc, du coup, à certaines collations, de prendre son shaker, c'est pratique. Surtout quand on est en prise de masse, du coup, on mange plus. Les volumes qui sont mangés sont énormes. Les protéines, c'est directement assimilable, c'est de la poudre, donc forcément on a moins de volume à manger. Et pour certaines personnes, il y a des volumes qui ne sont pas possibles à manger, ils n'ont plus faim à la fin de leur repas. Donc ces shakers-là, ils sont hyper utiles. Et c'est à ça que ça sert. Donc les protéines, c'est, on est bien d'accord, on fait bien comprendre aux personnes qui viennent nous voir que les protéines ne sont pas dopantes. Je me bats avec ça. Autant par avis personnel et par conviction personnelle, j'aime pas trop ça. Parce que je suis issue, mon ancien boulot, j'étais dans l'écologie et j'ai jamais trop pu voir des pots de whey qui se baladent dans les prés. Donc pour moi, c'est pas naturel. J'évite. Même si à titre personnel, j'en prends justement parce que c'est pratique et je peux pas non plus manger au-delà de mes capacités. Mais si je peux m'en passer, je m'en passe. D'accord? Donc, oui, c'est pratique, mais on va préférer une alimentation normale. Mais c'est pas non plus à bannir. En diététique et en termes de santé, on va l'utiliser pour les personnes dénutries et les personnes âgées. Pourquoi? Pour les personnes dénutries, parce qu'elles ont du mal à manger, elles ont peut-être une perte d'appétit. Pour les personnes malades, etc., etc. On va leur donner des shakers pour éviter cette dénutrition-là, parce que forcément, si elles sont malnutries, elles vont puiser sur leur masse musculaire, du coup perdre tous leurs muscles. Ça permet un petit peu de compenser. C'est la même chose avec les personnes âgées, avec le phénomène de sarcopénie, où on va perdre nos muscles, du coup, les muscles vont fondre, et pour éviter ça, on va leur donner des protéines en poudre. D'autant plus que ces personnes déjà âgées, elles ont une perte de l'appétence et de l'appétit. Donc, les protéines ont un goût sucré, sont bonnes et sont bien appréciées par les personnes âgées. Donc, c'est pas du tout à bannir, il faut l'utiliser consciemment et correctement. Donc, dans toutes les protéines, vous avez la whey, vous avez la caséine, vous avez les protéines d'œufs, végétales, de viande, etc. etc. Pour la whey, la caséine et tout ça, tout bêtement, c'est les protéines en poudre. J'ai complètement perdu ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, ça me reviendra. Si vous avez des questions à me poser sur ça, envoyez-moi un petit message, d'accord? Le gainer, on bannit, s'il vous plaît. Pour certaines personnes, ça peut être utile pour des ectomorphes qui n'arrivent pas à prendre en masse, qui doivent fournir des apports énergétiques qui sont totalement énormes. Oui, ça peut être utile pour les autres personnes. C'est des protéines qui ont une charge en glucides qui est énorme. Donc forcément, si vous avez une alimentation équilibrée derrière et un apport en glucides qui est correct, si vous amenez en plus des glucides dans votre gainer, des glucides qui sont facilement assimilables en plus, c'est pas terrible pour une prise de masse, parce que vous allez faire et une prise de masse et une prise de gras beaucoup plus rapidement. Donc, oui, par contre, du coup, je viens de lire ma fiche et j'y pense maintenant. Pour du volume aussi, c'est pratique. Forcément, vous avez besoin, on l'a vu dans le tableau plus haut,
d'un petit peu plus de glucides dans une prise de volume, justement pour stocker un petit peu plus faire plus de gonflette dans les muscles. Donc le gainer, là, dans ce cas-là, va être pratique. Mais là, on va jouer plutôt sur du bodybuilder qui va faire de la compétition, etc. etc. D'accord ? Et vous avez les autres, nombreux compléments alimentaires comme les BCAA, etc. ou les peptides qui sont utilisés. Donc, pour les BCAA, en fait, je vais vous expliquer un tout petit peu. Les protéines, vous allez comprendre ce que c'est les BCAA et les peptides. Les protéines, en fait, c'est des molécules super longues qui sont constituées de plusieurs molécules d'acides aminés. Imaginez les acides aminés, c'est des petites perles. D'accord ? Et en fait, les protéines, c'est un enchaînement de ces perles-là. Et ça a constitué peut-être des centaines, voire des milliers d'enchaînements de ces perles qui sont des acides aminés. Les BCAA, c'est de la poudre qui est uniquement constituée de ces perles-là qui ne sont pas assemblées. La whey, la caséine, c'est des protéines de ces perles-là qui sont assemblées de longues chaînes de perles. Les peptides, par contre, du coup, c'est mi-chemin entre les deux. C'est des enchaînements de perles qui sont beaucoup plus courts. D'accord ? Et la différence entre tout ça, c'est que forcément, les protéines, en fait, quand vous les digérez, les enzymes dans les intestins, dans l'estomac, etc., elles vont cliver ces protéines-là pour les désassembler en acides aminés. Et en fait, le corps, ensuite, il va les retraiter et les réassembler en protéines qui vont être utilisables par l'organisme. D'accord ? Donc, en fait, dans les protéines, il faut passer par ce phénomène-là de digestion et de réassemblage. Par contre, du coup, pour les BCAA et les peptides, il y a ce besoin bien moindre du coup de les digérer. Donc en fait, elles sont directement assimilables par le corps et beaucoup plus facilement utilisables pour le réassemblage. Ok ? C'est ça la différence entre les BCAA et les peptides par rapport aux protéines. La créatine utile, ça on le verra avec les filières. En fait, dans la filière anaérobie lactique, le substrat, c'est pas les glucides, c'est pas les lipides, etc. C'est la phosphocréatine. Donc, on le verra. Par contre, en déchet, la phosphocréatine, elle est transformée en créatine. Donc, du coup, par rapport à la créatine, c'est bien, du coup, de prendre de la créatine pour reconstituer ces stocks-là de créatine, pour avoir un plus gros stock de créatine, pour recréer ce substrat-là de phosphocréatine qui va être utilisé en filière anaérobie lactique. Pourquoi j'ai marqué dans la diapo plutôt pour les sports de force ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'anaérobie lactique, du coup, c'est pour les efforts intenses, les efforts brefs, donc du coup, les sports de force. Moi, à titre perso, ça me paraît plus utile pour ce domaine-là. En prise de masse, ça peut être un petit peu utile parce que forcément, on est à la frontière entre la force et la prise de masse. Toujours pareil. À bien adapter à son alimentation, il faut être pointu et vraiment fort sur ça. Par contre, pour tout le reste, les boosters de testostérone, etc., non, on arrête, on stoppe ça. Déjà, commencez par avoir une bonne alimentation équilibrée. Si vous vous complémentez, faites-le correctement, sans excès. Entraînez-vous bien et forcément, vous allez arriver à une prise de masse. Yes! Ça y est, j'ai fini. Le cours a duré 1h18 au lieu d'une heure. C'est pas grave, donc du coup je vous filme la prochaine vidéo et je vous la mets sur le groupe, je vous la repartage, j'espère d'ici ce soir que ça sera partagé. Yes? Allez, je vous dis à toutes bon courage pour ce cours et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer.